Bonjour et bienvenue dans Reporter, l'émission de grand reportage de France 24. Le Venezuela aujourd'hui, une énigme sur la carte du monde. Un pays riche de son histoire, de sa culture, de ses Miss Univers et de son pétrole. Le Venezuela pourtant qui semble s'enfoncer dans une spirale infernale, faite d'hyperinflation, de criminalité et de contestation sociale et politique permanente. Pendant que la classe politique s'enfonce dans un débat sans fin autour d'un référendum de destitution du président Maduro, la population subit une économie de pénurie, voire de famine dans certains cas. Nos reporters Laurence Cuvillier et Mathieu Commun se sont immergés dans cette société complexe. Voici leur reportage. Caracas. Nous entrons en caméra cachée dans ce marché d'un quartier populaire. Ici, tous se livrent à une activité devenue illégale, la revente. Interdite par l'État pour limiter la flambée des prix. Aliments, produits d'hygiène, des articles de première nécessité devenus presque introuvables. Tu vends ton dentifrice? Tu veux l'acheter? Oui. Nous cherchons une perle rare, du sucre. Il est à combien votre sucre? 2700 bolivars. Nous n'en trouvons qu'un paquet dans tout le marché. C'est le seul que vous avez? Oui, c'est le seul. Nous devons débourser 27 des plus gros billets du pays pour l'acheter. Plus de 10% du salaire minimum mensuel. Le Venezuela exportait du sucre il y a encore quelques années. Maintenant, même les compagnies de soda n'en trouvent plus. Toutes les boissons affichent désormais la même mention, sans calories. Les marques ont fait faire une présentation différente de leurs produits pour faire comprendre aux clients que ce n'est plus le produit original. Que s'est-il passé pour que cette corne d'abondance latino-américaine se retrouve à la porte de la famine? Pour le comprendre, nous nous rendons dans l'état de Lara, autrefois la principale région sucrière du pays. Ça, c'est de la canne à sucre qui n'a pas été récoltée. Regardez, elle est toute sèche. Il n'y a plus rien à en tirer. Reinaldo a travaillé 17 ans comme employé de la centrale sucrière Pío Tamayo. Il a été mis à pied il y a 2 ans pour avoir dénoncé la corruption des fonctionnaires d'État dans l'entreprise. Tous ces champs, c'était de la canne à sucre. Mais il y a 2 ans, ils ont arrêté de produire. Et dans toutes les haciendas de la région, il s'est passé la même chose. Reinaldo a connu la centrale quand elle était encore privée. Puis, sous Hugo Chavez, elle est passée aux mains de l'État. Au début, la nationalisation, c'était très bien. Par exemple, quand l'État a exproprié la centrale, on recevait nos salaires chaque mois. Et on générait de bons bénéfices. Mais c'est la mauvaise gestion, la mauvaise politique d'entreprise qui a tout gâché. Pour administrer cette corporation sucrière, on avait besoin au minimum d'un ingénieur agronome, quelqu'un qui connaisse la matière, qu'il sache ce qu'il faut faire. Mais ils nous ont mis un professeur d'université pour gérer une corporation qui générait des dizaines de millions de bolivars. Aujourd'hui, la centrale ne sert plus qu'à raffiner de la canne à sucre importée des pays voisins. Quand la centrale était privée, on était 324 employés en tout. L'État nationalise l'entreprise et on se retrouve à 800. Il y avait bien trop de personnel. Et c'est ça aussi qui a mené les entreprises à la faillite. Quant à Reinaldo et sa famille, ils survivent en offrant leurs services de mototaxi. Ses 2 fils aînés sont diplômés d'administration. Ils ont arrêté leurs études pour aider leur père à nourrir la famille, péniblement. Regardez, c'est tout ce qu'on a pu préparer pour le repas. Une petite soupe de légumes, sans pain, parce que la farine... Si vous avez la chance de recevoir de la farine subventionnée par l'État, elle vous coûte 200 bolivars. Mais à la revente, ça monte à 2000 bolivars. Toute la famille était chaviste militante. Mais pour avoir dénoncé les abus des fonctionnaires, Reinaldo a été écarté du conseil local. Il a donc été rayé de la liste des bénéficiaires des aides alimentaires de l'État. Au Venezuela, critiquer le gouvernement coûte très cher. C'est une chose d'être chaviste, et c'en est une autre d'être madouriste. Vous en connaissez, vous, des madouristes?
Et pourtant, ils ont l'air d'exister. Régulièrement, les rues de Caracas se parent encore de drapeaux rouges et de discours déconnectés de la réalité. Regardez, on est mieux que jamais ici au Venezuela. Personne n'a faim dans le pays? Non, personne n'a faim. Ce sont des mensonges. Écoute ma chérie, bien sûr qu'on a assuré la souveraineté alimentaire. Parce que grâce au président Maduro, on produit de tout. Et l'État nous le donne. Du maïs, des céréales, des légumineuses, on a tout. En avant Maduro, on est avec toi. Et rien ne nous vaincra, camarades. Mais il y a ce que montrent les médias pro-gouvernement et l'envers du décor. Ce jeune homme qui veut rester anonyme travaille dans l'une des principales entreprises publiques. Aujourd'hui, comme tous ses collègues, il a dû aller manifester. On est obligé d'y aller. Nos supérieurs nous donnent l'ordre et après ils nous surveillent. Ils font la liste de tous ceux qui y vont. Ils nous donnent un kit, un t-shirt rouge et un casse-croûte. Dans mon département, je dirais que 60% des employés sont chavistes et les autres, non. Mais tous doivent aller manifester? Oui, on y va tous. Rien que ces quelques phrases pourraient lui faire perdre son travail ou ses aides alimentaires. Et cette peur est palpable dans les rues de Caracas. Ils sont des centaines à attendre depuis la veille au soir devant ce supermarché. Personnes âgées, handicapées, jeunes mamans, tous sont logés à la même enseigne. Et tous ont les nerfs à fleur de peau. Et qu'a fait l'opposition? Rien, absolument rien. Le président, lui, au moins, il s'active. Un sujet est sur toutes les lèvres, le référendum révocatoire que l'opposition réclamait pour défaire Nicolás Maduro de la présidence. On veut le référendum. Et vous, vous êtes en faveur du référendum? Je ne sais pas. C'est délicat d'en parler? Moi, je ne veux pas de référendum. Je veux mon président. Et mon président va rester en place. Ce sont des mensonges. Personne ne veut de référendum. Tous, on veut tous le référendum. Regardez où on en est, il n'y a plus à manger. Les médicaments sont introuvables et ces files interminables. Depuis 1h du matin, il n'y a rien à acheter. Moi, j'ai pas peur. Derrière la grille, des voisins veulent interdire l'entrée à la foule pour se réserver les maigres réserves de la grande surface. Selmira devra encore attendre plusieurs heures sans garantie de pouvoir remplir son cabas. Alors depuis quelques mois, elle s'est organisée avec ses voisines. Des séances de troc pour se répartir les trouvailles des unes et des autres. Elle vient de m'échanger de la farine contre un peu d'huile. Ça faisait des semaines que je n'en trouvais plus au marché. C'est un produit de grande valeur et pour moi c'est un grand moment parce que ça faisait très longtemps que je n'avais plus de graisse pour cuisiner. Selmira et ses amis font pourtant partie de la classe moyenne. Mais elles vivent une forme inédite de pauvreté. Elles ont leur appartement, leurs bijoux et souffrent de malnutrition. Et si vous voulez du lait, imaginez-vous, le litre est à 8 000 ou 9 000 bolivars et ma retraite est à 22 000 par mois. Comment je fais? Le peu qu'on gagne passe dans la nourriture. On n'a plus aucun loisir. Aller manger une glace ou un chocolat, aller au cinéma, tout ça c'est fini. On ne le fait plus jamais. La faim, le problème immédiat des Vénézuéliens. Mais pendant ce temps, le pays se désagrège en silence. Les bureaux du journal Tal Cual ont l'air presque vides désormais. Ils étaient 30 enquêteurs en début d'année, ils ne sont plus que 5. Le problème,
la pénurie de papier qui a frappé tous les journaux du pays. Regardez, sur cette infographie, on montre tous les journaux qui ont cessé de paraître. D'abord, ils suspendaient leur publication pendant les jours fériés, puis ils ont tout simplement arrêté leur tirage. Par exemple, El Carabobeño, qui était un des quotidiens régionaux les plus importants du pays, n'existe plus en version papier. Tal Cual est passé en début d'année de quotidien à hebdomadaire, puis de 32 à 24 pages. La petite équipe lutte pour la survie du journal. Le papier, c'est le gouvernement qui l'importe, et c'est lui qui le gère. Il décide à quel média il va en vendre et à quel prix. Il y a des mesures restrictives. Ça a touché tous les journaux, mais on remarque qu'il y a toujours plus de papier pour les médias pro-gouvernement que pour les journaux d'opposition. Dans les quartiers à dominante chaviste, les journaux pro-gouvernement se distribuent gratuitement et continuent de promouvoir une révolution bolivarienne triomphante. Alors que l'avenir du pays se fane à vue d'œil. Ceux qui en ont les moyens fuient le pays. Le gouvernement refuse de publier les chiffres de l'émigration, mais dans cet institut culturel brésilien, on a sa petite idée. Certains parlent d'1 200 000. D'autres disent qu'1 600 000 Vénézuéliens ont quitté le pays. Et la plupart d'entre eux ont des diplômes universitaires. On perd tous ces jeunes talents qui auraient pu former la prochaine génération. Les chambres réservées pour les jeunes professeurs de portugais sont désormais vides. L'an passé, 4 professeurs sont rentrés au Brésil. 6 sont déjà partis cette année. Ivan sera le prochain sur la liste. Tu rentres aussi au Brésil, c'est ça? Oui. Bon, c'est normal, après des années de bons et loyaux services comme professeur de portugais. Brillant étudiant, il pensait pourtant faire carrière comme professeur ici. Quand je suis arrivé il y a 4 ans, le pays allait mal. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Si tu te mets à comparer, tu voudrais revenir à cette époque où au moins tu pouvais penser que tu avais un futur. Aujourd'hui, le futur, ça se résume à aujourd'hui et demain. 80% des étudiants qui étaient avec moi à l'université sont partis. Si la faim tenaille les habitants en cette fin d'année, d'autres conséquences tout aussi graves de la crise ne seront visibles qu'avec le temps. Éducation, source d'emploi. Le chavisme finit sa course à bout de souffle, dans le pays où il avait pourtant promis des lendemains qui chantent. Nous retrouvons Laurence Cuvillier qui est revenue à Mexico. Laurence, bonjour. Bonjour. Alors, on a vraiment l'impression dans votre reportage d'une situation d'impasse à peu près totale, aussi bien sur le terrain politique que sur le terrain économique. Vous allez essayer de nous éclairer un peu sur le terrain politique d'abord. Cette histoire de référendum de destitution de Maduro qu'on vous voit aborder dans le reportage, où en est-on ? Tout porte à croire qu'il n'y aura pas de référendum. Il devait y avoir le 26 octobre une grande collecte nationale de signatures en faveur du référendum et Nicolás Maduro a annoncé quelques jours avant que de manière complètement unilatérale, le processus de validation du référendum révocatoire était annulé. Pourquoi ? Eh bien, sans doute parce que ce processus de signature, un grand processus national du 26 octobre, allait être en soi une sorte de référendum et allait pouvoir être une humiliation, une première humiliation politique pour Nicolás Maduro. Donc, en fait, la sortie de crise maintenant se ferait vraisemblablement par le dialogue, mais c'est justement ce dialogue qui semble maintenant extrêmement compliqué, notamment parce que face à Maduro, face au chavisme, eh bien, on a une opposition complètement hétéroclite qui va de la gauche non marxiste à la droite ultralibérale. Donc ces différents courants de l'opposition eux-mêmes ont du mal à se mettre d'accord pour s'asseoir à la table des négociations avec Nicolás Maduro. Nicolás Maduro qui semble de toute façon déterminé à ne pas quitter le pouvoir. Je rappelle que ce processus de référendum révocatoire est une exception. En fait, il n'y a que très peu de pays où cette figure juridique existe. Et c'est d'ailleurs l'ancien président Hugo Chavez lui-même qui avait rendu possible ce processus de référendum révocatoire. Et ce sont maintenant ces mêmes chavistes qui semblent tout faire maintenant pour ne pas le mettre en place. Sur le terrain économique, ce marasme ne date pas d'hier, mais nous sommes quand même dans un
pays extrêmement prospère à l'origine, membre de l'OPEP, riche de son pétrole. On a vu dans votre reportage la situation quasiment tragique. Et là encore, est-ce qu'on voit une sortie de crise sur ce terrain-là ? Ça semble difficile tant que le pays continue de tout miser sur le pétrole, justement, et ça a été une des grandes erreurs du chavisme, tout miser sur cette richesse pétrolière. Le Venezuela dispose des premières réserves du monde et ne pas assurer une stabilité, une bonne structure économique et une diversification, justement, des sources de revenus pour le pays, comme on le voit dans le reportage, mais c'est valable aussi pour beaucoup d'autres secteurs économiques, secteurs de production du pays. Eh bien, tout a été laissé presque à l'abandon au nom de cette manne qu'il considérait comme impérissable du pétrole. Et quand Chavez était encore en place, eh bien, le baril de pétrole était à $100. Quand Maduro a pris ses fonctions, il était déjà tombé à $40. Il a encore chuté depuis lors. Donc, tant que le pétrole ne remonte pas et tant que le Venezuela ne restructure pas, n'assure pas son indépendance économique par d'autres sources de revenus, eh bien, la situation restera très difficile. Et même si l'opposition parvient d'une manière ou d'une autre à reprendre les rênes du pouvoir, eh bien, tout est tellement à l'abandon que ça prendra de toute façon des années à restructurer cette économie. Donc, malheureusement, il n'y a pas de sortie de crise économique immédiate pour le pays. Merci beaucoup, Laurence, pour ce reportage, parce qu'on sait aussi par ailleurs qu'il n'est pas facile pour les journalistes de travailler au Venezuela. C'est la fin de cette émission. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel exemplaire de Reporter.